Et nous allons finir CHAM 2015 avec le thème suivant, l'open santé bouleverse-t-elle les politiques sanitaires? Vous savez sans doute que peut-être que oui. Bernard Accoyer, Catherine Deroche, Claude Évin, Olivier Véran, et le débat sera modéré par Elisabeth Hubert. Voilà, très bien. On mélange? On mélange. Chacun a ses antisèches. Alors, c'est une tâche difficile qui est la nôtre, puisque finalement, nous allons conclure ce CHAM 2015, qui, je pense, aura parfaitement répondu à ses attentes et à son thème, Open Santé du virtuel au réel. Alors, je dis que c'est une table ronde qui conclut, mais c'est aussi une table ronde qui va être difficile, car il n'aura échappé à aucun des auditeurs de cette session CHAM que le politique en a pris pour son grade et qu'ils ont été régulièrement évoqués, plus pour être vilipendés que pour être salués dans son action. Donc je pense que cette table ronde va nous permettre, bien évidemment, non pas de verser dans la justification et l'autodéfense, échappons à ce vilain défaut, ça n'a aucun intérêt. Mais même si beaucoup de choses ont été dites, je pense que nous avons encore à donner un autre éclairage, qui est précisément celui du politique. Et puis aussi, très certainement, à partir de ce que l'on peut estimer être des échecs ou à partir de ce que peut être des regrets de ce qui n'a pas été fait, puisque cela a été ainsi perçu, en tirer leçon pour précisément que cela ne se reproduise pas. Donc je pense que brièvement, nous avons 3 petits quarts d'heure. Cela pourra être le premier point sur lequel nous allons revenir. Le deuxième, qui me paraît, lui, déjà plus important, c'est de regarder de quelle façon le politique peut assumer un rôle, et on l'a bien vu, cela peut être dans des dimensions juridiques, dans des dimensions réglementaires, dans des dimensions de financement, mais ça peut être aussi dans des dimensions d'opérateurs. Quel est votre point de vue sur ce sujet-là? Et puis le troisième, qui doit être celui qui nous occupera le plus, qui est directement le cœur de la table ronde, qui est l'open santé bouleverse-t-elle ou bouleversera-t-elle les politiques sanitaires? Alors je propose, pour évacuer la première partie qui était celle liée à la perception d'erreurs du passé du politique, c'est qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment qui n'a pas été fait. Claude, je te laisse la parole, le plus ancien dans le grade le plus élevé. Moi, je pense qu'il est important, et à l'issue d'un échange comme celui que nous avons eu depuis hier matin, peut-être, parce que beaucoup de choses ont été exprimées, peut-être de redonner un peu du sens à l'ensemble des éléments qui ont été mis dans le débat. Moi, je serais tenté de répondre, alors peut-être indirectement, à la question que tu évoques, Elisabeth, qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Parce qu'on peut toujours revenir, et puis on s'est rendu compte, quand on a par exemple parlé du DMP, que certes, on a sans doute loupé un certain nombre de rendez-vous, mais que d'autres pays qui se sont aussi lancés n'ont pas non plus réussi au premier coup. Donc, regardons vers l'avenir. Et si on veut effectivement tracer l'avenir, moi je dirais que, on l'a vu donc exprimer différentes tables rondes, c'est peut-être moins l'open santé qui bouscule les politiques de santé que le fait que les politiques de santé aujourd'hui sont bousculées par un certain nombre d'enjeux qui, en tout état de cause, interpellent l'ensemble des acteurs. Et l'open santé est là pour apporter des réponses aux enjeux auxquels on est confronté. Et c'est moins l'open santé qui bouscule. Alors certes, on a eu des témoignages et des interpellations, et je pense notamment au plaidoyer de Laurent Alexandre ce matin, et je crois qu'il faut qu'on l'entende. Simplement, il y a un moment où il faut, et c'est peut-être passer du virtuel, alors je ne dis pas que Laurent est dans une démarche virtuelle, mais il faut qu'on passe du virtuel au réel, c'est-à-dire qu'entre cet enjeu qui est effectivement un enjeu mondial et la réalité territoriale, et je pense que, y compris autour de cette table, les enjeux locaux, quand il y a des territoires, il n'y a pas accès à Internet, on voit bien le décalage qui peut exister. Or, quand je dis qu'il faut qu'on retrouve du sens, c'est de se dire aujourd'hui à quoi est confronté notre système. Il est confronté à un certain nombre d'enjeux qui, de toute manière, open santé ou pas open santé, s'imposent aux professionnels, s'imposent aux acteurs. Très rapidement, moi j'en identifie 5 enjeux.
Il y a un enjeu économique, je passe rapidement, on le connaît, il va s'accentuer. 75% d'augmentation de l'ONDAM l'année prochaine, ce sera une situation que nous n'avons jamais connue. Il y a surtout un enjeu épidémiologique. Il a été évoqué à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'explosion des maladies chroniques. 13 millions de personnes sur les 5 principales pathologies, les 5 principales maladies chroniques. Et vieillissement d'une population polypathologique, c'est-à-dire plus de coordination entre les professionnels, entre les acteurs, plus d'organisation, car le troisième enjeu, c'est un enjeu territorial, l'enjeu, je dirais, écologique, c'est-à-dire comment on organise territorialement cette réponse, comment on répond effectivement à une problématique d'insuffisance de professionnels de santé, comment on organise les choses dans un territoire. Et puis il y a un enjeu démocratique, l'accès à plus d'informations, le patient acteur de sa santé, et puis il y a un enjeu technologique. L'enjeu technologique, il a déjà fortement impacté l'ensemble de notre système, les chirurgies non invasives et qui ont réduit effectivement les durées de séjour, mais en effet, l'open santé joue un rôle là-dedans. Et de toute manière, l'open santé, il apporte des réponses que nous n'aurions pas autrement, il améliore le service rendu. Pareil, il y a 2 éléments dans l'open santé, à mon avis. Il y a le fait qu'on améliore le service pour le professionnel et le patient, puis il y a d'autre part le fait qu'on a effectivement une accumulation de données que l'on peut utiliser dans l'intérêt de l'ensemble du système. Et c'est autour de ça, je crois, qu'il faut qu'on retrouve du sens pour pouvoir dégager un certain nombre de propositions pour l'avenir. Merci Claude de ne pas avoir répondu à ma question, mais d'avoir déjà largement ouvert le débat, quasiment avoir fait le débat. Bernard, tu as une expérience ancienne. Tout de suite, Claude, parce qu'on va bien évidemment tout de suite avancer dans les sujets que j'ai évoqués. Comment toi, tu perçois le rôle du politique, dont on a vu qu'effectivement il était mal perçu, pas bien compris, qu'il peut être tracé tel que Claude vient de l'évoquer avec un certain nombre d'enjeux, mais par rapport à ce que nous n'avons pas réussi à faire, pas mis en point une interopérabilité, il est vrai qu'il faut relativiser l'échec du DMP, même s'il est patent. Mais après tout, l'avenir nous montrera peut-être que cet échec permet une réussite demain. Mais comment est-ce qu'on peut en tirer des leçons? Comment est-ce qu'on peut ne pas nous enferrer dans quelque chose qui finalement en France est très tourné autour d'un grand protectionnisme, alors que là aussi, les tables rondes précédentes ont montré que finalement on veut parfois protéger le citoyen un peu contre lui-même, puisqu'il est bien souvent le principal propagateur des secrets qu'il voudrait qu'il voit protéger. Alors comment tu perçois ça? Le rôle du politique dans tout cela, il est lequel? Bon, d'abord, le politique que je suis devenu après avoir été longtemps un professionnel a appris qu'il faut se méfier du politique. Alors, je le dis, on va dire que je crache dans la soupe, mais c'est une conviction profonde. Et ce que vient de dire Claude Évin me conforte dans cette conviction. J'affirme que tout ce que nous avons fait depuis de nombreuses années en matière d'organisation, en matière de grands plans, en matière de développement tel ou tel nouveau procédé, nouvelle technologie, a été un échec patent. Que nous avons eu une mauvaise politique d'assurance maladie, que nous n'avons pas eu une politique de santé, et encore moins une politique favorable à l'innovation, au progrès et à l'imagination. Et donc j'ose dire ce matin qu'il faut surtout que dans ce champ nouveau, qui va effectivement bouleverser les politiques de santé, dans ce champ nouveau, le risque pour la France de passer à côté de ce bouleversement ou d'y arriver après tous les autres est immense si on continue à faire comme on a fait depuis de nombreuses décennies. En conséquence de quoi, je pense que le rôle du politique, pour répondre à ta question très précisément, ma chère Elisabeth, c'est que les politiques s'en mêlent le moins possible. C'est que les politiques s'en tiennent aux règles d'éthique, que les politiques s'en tiennent aux règles de sécurité, et basta. Pour le reste, il faut encourager l'initiative individuelle près des acteurs, les professionnels, les entreprises, les start-up, les assureurs, l'assurance maladie obligatoire, pas trop, les assurances complémentaires, certainement, avec une très grande ouverture de ce côté-là. Encourager les financements originaux des dispositifs fiscaux, évidemment, comme on le fait dans d'autres domaines de l'industrie. Donc, depuis que notre République a remplacé les ingénieurs de l'État par des énarques, nous multiplions les erreurs, essayons de ne pas faire celle-ci. Succès.
Succès garanti, mais néanmoins, le politique, il fait la loi. Le politique, il fait la loi. Il fait la loi. Alors, je ne l'ai pas exclu. J'ai dit que sur justement... l'éthique et sur la sécurité, nous devons nous en tenir là. D'accord, c'est une loi light. Je me tourne vers les deux législateurs qui ont, à un titre ou un autre, été des intervenants dans la loi de modernisation de la santé. Olivier, je te laisse d'abord la parole. Tu réagis comment à cette position light du politique? Quelle en est ta vision? Et je passerai ensuite la parole à Catherine, puisque elle est le pendant au Sénat et en plein dans ce débat. Je partage le constat que le politique est extrêmement absent des débats fondamentaux qui s'ouvrent devant nous. Vous savez, du haut de mes 35 ans, j'ai déjà l'impression de faire partie de cette gérontocratie dont parlait Laurent Alexandre tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 ans, je participais aux États généraux de l'Organisation de la santé. On avait un certain nombre de problématiques sur la table et je constate qu'année après année, on est à peu près tous d'accord sur une forme de diagnostic, mais qu'on se rend bien compte qu'on ne sait pas si le mur est très loin devant nous ou un petit peu loin devant nous, mais qu'on est en difficulté pour mettre en place de bons outils pour y faire face. Quand je dis que le politique est absent des grands débats qui s'ouvrent devant nous, il a été question tout à l'heure des données de santé, du rôle des GAFA. Je ne reviens pas sur cette question. Je vous rappelle que cette année, on a greffé un cœur artificiel, qu'on est capable de greffer un utérus, qu'on est capable de faire avaler des nanocapteurs qui pourront dépister des mutations cellulaires cancéreuses 10 ans avant l'apparition d'un cancer, qu'on a fait des progrès absolument phénoménaux qui commencent à alimenter un certain courant transhumaniste que je ne partage pas, bien évidemment. Et le politique est en difficulté pour faire face à cela parce qu'on ne sait pas si le mur est loin de nous ou s'il est près. Je disais tout à l'heure, avant de venir, une étude qui montrait que 65%, une étude américaine, montre que 65% des écoliers de la maternelle, aujourd'hui, exerceront en 2030 un métier qui n'a pas encore été inventé. Et je regardais quels étaient les métiers qui étaient évoqués. Et parmi ces métiers, il y avait celui de designer d'enfants. Dans 15 ans. Donc vous voyez quand même qu'il y a des projections qui sont faites, qui sont probablement pour partie délirantes, en tout cas je le souhaite, mais qui nous obligent comme pouvoir public à nous poser aujourd'hui la question de savoir comment est-ce que nous allons faire face aux défis qui sont devant nous demain. Et force est de constater qu'aujourd'hui, face à ces défis extrêmement importants, nous en sommes encore à nous poser la question de savoir si la V12 du DMP permettra de solutionner un certain nombre de problématiques. Nous en sommes encore en train de demander aux ARS si elles sont capables de savoir avec suffisamment de précision si un médecin généraliste dans un territoire sous-doté fait 50% d'activité de médecine générale ou s'il en fait 80%, s'il partira à la retraite dans 5 ans ou s'il partira dans la retraite dans 15 ans. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très humble avec les outils dont nous disposons aujourd'hui. Probablement que l'arrivée des données de santé, la capacité d'utiliser ces données de santé nous permettra d'être plus actifs, mais aujourd'hui, vraiment, l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut que nous soyons absents. Je vais vous dire, Elisabeth, je pense que nous devons être davantage dans l'anticipation, nous devons être davantage dans la concertation, notamment la concertation des acteurs économiques, industriels, des acteurs de la recherche. Les pouvoirs publics ne feront pas sans les acteurs économiques, nous ne pourrons pas faire sans, même si nous voulions, même si nous avions la volonté de le faire. Donc il faut concerter, il faut, et je rejoins Bernard Accoyer sur ce point, il faut que les politiques arrêtent de penser qu'ils sont des experts et des sachants. Nous devons faire appel davantage à l'expertise du terrain pour faire nos textes de loi. Et puis surtout, il faut avancer. Et de ce point de vue-là, je dirais que nous devons énormément nous inspirer de ce que nous avons fait sur le DMP pour faire exactement l'inverse. Alors, tout ça est très bien. Je vais passer la parole à Catherine, mais justement, comment est-ce que l'on peut faire pour que nous ne soyons pas en train, avec les lois qui sont proposées, votées, en train de construire des lignes Maginot qui précisément sont complètement débordées de part et d'autre, puisque de toute façon, les enjeux sont ailleurs. Catherine. Il y a un premier point, je pense que, et là je rejoins ce que dit Bernard Accoyer, nous faisons des lois trop bavardes. Donc on fait des lois incantatoires avec des dizaines d'articles et on s'est attaché dans cette loi relative à la santé à essayer déjà d'exclure des articles qui étaient déjà satisfaits par les textes actuels, et on fait des textes hyper compliqués avec des décrets d'application de fait qui arrivent tard, même s'il y a eu des améliorations, et on est dans un réel problème qui est celui du temps législatif, du temps administratif, qui est en total décalage avec ce que vivent les industriels, ce que vit le monde économique, et même ce que vivent les patients, parce qu'ils sont bien plus en avance que nous par rapport au texte que l'on écrit, et on est toujours en arrière. Au lieu d'être dans l'anticipation avec l'appropriation et l'action, on est finalement à courir derrière ce qui se passe, et avec comme objectif d'essayer de sécuriser au maximum, et donc de faire des textes qui semblent, vus de l'extérieur, un peu ringards, si on peut dire, par rapport
au domaine d'innovation qui est celui de l'open santé. Donc je pense qu'on devrait s'astreindre à avoir des textes déjà beaucoup plus réduits et on gagnerait en lisibilité et en efficacité. Une fois cela dit, qu'est-ce qui va sortir de ce texte? Je pense qu'il va sortir qu'il y a peu de choses relatives finalement au sujet qu'on a évoqué depuis 2 jours. Dans ce projet de loi de modernisation de la santé, il y a l'article 47, bon, qui est ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Je vais le regarder d'un autre œil la semaine prochaine, puisqu'il vient en séance la semaine prochaine. Mais il y a ça, mais autrement, assez peu de choses. Hormis, là encore, des intentions, mais sans les moyens déclinés derrière. Or, l'ouverture des données de santé, toute la télémédecine et tout ça, elle ne sera efficace sur le terrain avec les disparités que l'on a. Ça a été dit, on a des territoires, et dans mon département, le Maine-et-Loire, qui n'est pas un département spécialement reculé, il y a encore des communes où il n'y a ni Internet, ni téléphone portable. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse des textes qui harmonisent alors qu'on a de telles disparités? Il va falloir avancer sur ces sujets-là, et puis après, faire confiance et donner de la liberté aux acteurs de ces domaines. Je pense qu'on a eu des textes avec, c'est pareil, en matière de recherche, beaucoup trop de contraintes. Il va falloir qu'on évalue les lois qui ont été faites il y a quelques années. Bon, alors, je disais qu'on ne devait pas être dans l'autojustification. Je trouve qu'on l'a été un tout petit peu néanmoins. Je pense en plus que là, au-delà, oui, alors, on va arrêter sur l'autoflagellation. Par contre, je voudrais qu'on revienne effectivement aux enjeux, à notre thème. L'open santé bouleverse-t-elle les politiques sanitaires, avec un point, quel est le rôle du politique? Et quand je parle du politique, je ne pense pas simplement au législateur d'un gouvernement. On a des gens qui doivent donner des impulsions. Ce pays a connu à certaines époques un volontarisme politique dans le domaine industriel qui a été extrêmement important et qui a ouvert des possibilités qui sont aujourd'hui celles que l'on connaît et qui sont celles de notre univers et qui ne sont pas passées, qui sont encore aujourd'hui notre présent. Comment est-ce que le politique peut précisément être cet impulseur, ce facilitateur, pas cet opérateur, pas le faiseur? On le voit effectivement, les Géotrouvent Tout sont en marche, ils ont exposé pour les uns ou les autres largement durant ces 2 jours leur découverte, mais quelle peut être la place du politique? Et quand je parle du politique, je ne parle pas simplement des parlementaires, je pense aussi, Claude, et je pense que ton expérience à ce point de vue-là peut en être intéressante, aux bras armés qui sont opérationnels sur le terrain et qui sont les relais et qui peuvent être des outils de facilitation, y compris pour répondre aux différents enjeux que tu viens d'évoquer. Alors, j'ai déjà évoqué le fait qu'il fallait que le politique donne du sens à l'ensemble des enjeux. Deuxième élément que je voudrais évoquer, c'est qu'il n'y a pas effectivement que les parlementaires. Je crois que ça doit aussi interpeller l'ensemble des acteurs. On voit bien que sur un certain nombre de sujets que nous avons aussi évoqués depuis hier matin, bon, on a eu les industriels, on a eu l'industrie du médicament, les assureurs, etc. Il y a notamment, et on a eu quelques représentants des professionnels de santé, mais il y a notamment tout ce qui se joue aussi dans la relation, par exemple, conventionnelle entre l'assurance maladie et les professionnels de santé. Donc, je voudrais attirer l'attention sur le fait que c'est l'ensemble des acteurs qui doivent prendre ce virage. Alors, au regard des enjeux sur lesquels tu m'interpelles, je crois en effet que le niveau régional est un niveau qui nous permet de pouvoir progressivement faire ces mutations. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que les capacités d'initiative, les capacités d'expérimentation qui ont été évoquées pour organiser différemment le système, pour développer, par exemple, comme on l'a évoqué ce matin, la télémédecine, reste très contrainte. Moi, ce que j'attends d'abord du législateur, et conformément à ce que Bernard Accoyer évoquait, c'est que le législateur laisse une capacité d'initiative beaucoup plus grande. Arrêtez dans les lois de financement de la sécurité sociale, quand vous ouvrez des phases d'expérimentation, mais je reconnais que c'est le ministère qui provoque cette démarche, arrêtez de demander que ça se fasse en fonction d'un cahier des charges publié par arrêté de la ministre. Ça n'a pas de sens. Si on veut qu'il y ait une expérimentation, il faut laisser des initiatives partir, qu'il y ait un cadre qui soit donné. On parlait de la télémédecine ce matin, ça fait 20 ans et c'était évoqué. C'est dans une loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 que pour la première fois on voit des expérimentations en matière de télémédecine. Moi j'ai voulu à l'Agence régionale de santé Île-de-France, j'ai interpellé le ministère à ce sujet, pour pouvoir obtenir que l'assistance publique facture à un établissement de santé
des consultations en télémédecine, qui aurait évité à des enfants de venir effectivement à la paix pour des consultations. Je ne rentre pas plus dans les détails. On m'a répondu, ah oui, mais vous n'êtes pas région expérimentale. Et donc je suis obligé de financer ça. J'étais obligé de financer ça par le fonds d'intervention régional, qui est un fonds qui est même en régression au regard de l'ensemble de ses activités. Donc voilà la réalité concrète auquel on est effectivement confronté. Donc par rapport à ça, je pense qu'il faut effectivement qu'il y ait des lois qui ouvrent des capacités d'expérimentation. Il faut qu'il y ait effectivement des financements à l'expérimentation, qu'on ne demande pas d'abord d'avoir fait la preuve du retour sur investissement avant d'autoriser la démarche. Alors je reconnais qu'on est dans un système où l'enfinancement est contraint, et il est hors de question d'ignorer effectivement cette contrainte. Mais si on veut effectivement avancer et répondre aux objectifs, y compris de terrain auxquels on est confronté, c'est-à-dire adapter les réponses à des situations territoriales différentes, dans un cadre, dans les faits, dans lequel il faut qu'on se situe avec des enjeux, y compris mondiaux, et qu'on tienne les deux bouts de la chaîne, il faut qu'on ait cette capacité d'initiative. Alors, simplement, peut-être pour élargir un tout petit peu les choses, et même si les uns ou les autres vous resituez le rôle du politique un rôle modeste, finalement, tout au moins celui du législateur. Celui du législateur a un rôle modeste. J'avoue que les tables rondes qui ont eu lieu auparavant m'ont frappé par une chose, et je crois qu'il en a été question une ou deux fois, c'est par la dimension essentielle que prenait la capacité à construire des algorithmes, c'est-à-dire tout ce domaine de la mathématique, où a priori en France on n'est pas très mauvais, ce que un certain nombre d'exemples le montrent, l'informatique, ces enjeux de construire des algorithmes d'informatique pour que l'on ait des capacités d'analyse qui soient des capacités d'analyse qui effectivement répondent à nos besoins, à nos enjeux, à nos aspirations, et y compris le fassent dans le respect d'un certain nombre de règles qui sont celles de nos cultures. Alors, Bernard, est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose, et Bernard, Olivier, enfin les uns ou les autres, exprimez-vous sur ce sujet, est-ce que ce n'est pas un sujet où précisément, à l'instar de la grande politique industrielle que j'évoquais il y a quelques dizaines d'années, sur lequel, là, le politique devrait donner une impulsion supérieure pour éviter que demain, on ne soit regardé comme une poule devant une brosse à dents, qu'en faire, et d'avoir laissé d'autres acteurs développer ces algorithmes, et donc nous imposer des analyses qui, quelque part, seront prédictives de politiques qu'on sera amené à mettre en place, parce que ce seront des analyses que nous n'aurons pas maîtrisées, parce que ce seront des outils que nous n'aurons pas mis en place. La liberté et la rationalité, deux choses qui manquent dans notre pays pour deux raisons. La première, la liberté, parce que nous encadrons et nous restreignons, en particulier dans le domaine de la santé, absolument tout, et c'est étouffant, on en voit le résultat, avec tout spécialement la désespérance de la profession médicale. La liberté, c'est certainement indispensable à ce stade, parce que c'est data en santé, c'est data santé, c'est l'expression même d'une forme d'accès à une très grande liberté. La rationalité ensuite. La rationalité, nous sommes actuellement dans une période où la vérité scientifique est sans arrêt remise en cause. 1 et 1 font 2 quand on est dans la science dure. 1 et 1 ne font peut-être plus 2 si une majorité s'est exprimée pour dire « c'est pas certain ». Donc ça, si on continue comme ça, la France arrivera après ce train qu'il ne faut absolument pas rater. Mais la mise en œuvre de tous ces rapprochements, la mise en œuvre du rapprochement de toutes ces données avec tout notre potentiel scientifique, mathématique, il est chez nous. Nous sommes un peuple inventif, c'est génétique. Nous avons les chercheurs, les mathématiciens, les physiciens, les informaticiens. Justement, Bernard. Et dans une vie antérieure où j'ai eu la chance de travailler... pour les accompagner ? Dans une vie antérieure où j'ai eu la chance de pouvoir associer les connaissances anatomiques, physiologiques, électrophysiologiques avec des physiciens, j'ai pu vivre et contribuer à des avancées décisives. Laissons faire cela. Aujourd'hui, je ne pourrais plus le faire parce qu'il y a tellement de contraintes dans tout domaine qu'il faut... médiateur. Si tu me laisses terminer, la liberté, laisse donc les gens se rapprocher les uns avec les autres, travailler ensemble, travailler en réseau, gagner de l'argent, parce que ça aussi c'est indispensable, non seulement pour vivre, mais pour avoir envie de réussir, et tu verras que ça ira très bien. Encore une fois, et j'en reviens à mon introduction, l'éthique et la sécurité. Et après, allons-y. Ici en Haute-Savoie, nous sommes, et j'ai la chance de vivre à 30 km d'ici, nous sommes un département qui a besoin de l'e-santé.
Nous pratiquons celle-ci pour transmettre les images radio qui sont prises au pied des pistes à tel ou tel radiologue. Eh bien, laissons faire ces initiatives, facilitons leur financement en permettant aux assurances complémentaires d'ouvrir, en offrant à la médecine de montagne la capacité de se financer autrement que par un simple financement public, et vous verrez, tout cela, ça ira. Oui, enfin, on s'est écarté de notre sujet. Mais, bon, mais c'est pas grave, on va y revenir. Non, voilà, ça répondait pas tout à fait à la question. Olivier, je crois que tu voulais ajouter des... Dire d'abord qu'en médecine, 1 et 1 font 2 pendant un moment, puis après peuvent ne plus faire 2. Je rappelle à Bernard, c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention. Je rappelle à Bernard qu'il y a encore 15 ans, on apprenait aux parents qu'il fallait coucher les bébés sur le ventre pour éviter le risque de mort fétale du nourrisson, et qu'aujourd'hui on se rend bien compte que les coucher sur le ventre, mon Dieu, c'est un facteur de gravité monumental. Donc une vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément la vérité de demain, contrairement aux sciences fondamentales. La question que vous posiez sur le sujet des données de santé et sur la capacité des pouvoirs publics à accompagner, je dirais que nous devons prendre les sujets tels qu'ils arrivent en faisant des grands cadres. Moi, je vais vous en donner 3 à titre d'exemple. Pour moi, 3 gros enjeux de l'open santé, c'est d'abord la prévention. L'open data et la prévention, ça peut être très bien, ça peut être très mal. Je m'explique. L'open data peut servir à faire de la prévention ciblée sur des populations à risque. On sait que toutes les campagnes de prévention au grand public créent des disparités et creusent les inégalités sociales, puisque vous allez toucher les publics les plus favorisés avec des grosses campagnes de prévention. Si vous êtes capable demain d'analyser, je prends un exemple, qu'un patient diabétique, par exemple, est très sédentaire, passe beaucoup d'heures devant sa télévision, a une consommation très importante de boissons sucrées, etc., vous allez pouvoir envoyer des messages ciblés. Mais vous disant cela, je tiens aussi compte du fait que l'open data peut être un outil commercial redoutable pour des groupes qui n'ont pas pour optique la prévention. Et que demain, vous pouvez avoir des messages ciblés, justement, imaginons, d'un grand alcoolier ou de cigarettier, qui vont voir qu'en ce moment, vous êtes plutôt déprimé par différents indicateurs et qui vont vous inciter à commencer des conduites addictives. On peut tout imaginer. L'État doit avoir ici un rôle régulateur. Le deuxième grand chantier que je vois, c'est le chantier de l'évaluation des soins. Moi, c'est mon dada, l'évaluation. Parce que je dis que tant que moi, médecin hospitalier, je recevrai des coups de fil de copains ou de connaissances qui me diront où est-ce que je dois faire opérer ma grand-mère de sa hanche, ou surtout où est-ce que je ne dois pas aller, c'est qu'on aura un problème d'évaluation en santé. Et moi, je vais vous dire, je pense qu'il y a, entre le classement du Point et du Figaro et le TripAdvisor de la santé, je pense qu'il y a un chemin qui est un juste milieu. Et si nous, pouvoirs publics, ne nous emparons pas de ce sujet-là, on sera sans arrêt à la traîne et on aura des regrets. Et je pense qu'il faut répondre à la volonté légitime des usagers de pouvoir mieux évaluer leurs soins. Dernier gros cadre de sujet que je vois avec cette Open Santé, c'est le cadre de la sélection des risques et des politiques assurantielles. Il en a été question tout à l'heure. Si nous donnons des moyens de sélectionner davantage les risques demain que ce qui est fait aujourd'hui, nous prenons le risque de revenir 20 ans en arrière sur ce qui a été fait aux États-Unis, qui était un échec. Ça s'appelait la gestion du capital humain. On vous donne un corps en bonne santé et on vous apprend comment le garder en bonne santé. Et si vous pourrissez votre capital, eh bien tant pis pour vous. Et ça, je n'en veux pas pour mon pays et je ne veux pas pour l'Europe. Et le deuxième risque, c'est le care management poussé à son extrême, c'est-à-dire que vous allez avoir des équipes qui vont vous appeler comme l'usager va redevenir patient si on pousse le vice jusqu'à son paroxysme. Donc l'État doit avoir un rôle de régulateur et je dois dire que pour l'heure, nos lois, nos outils législatifs sont à peu près efficaces face à cette lame de fond qu'est l'open santé que pourrait l'être un badge de télépéage sur une autoroute A7 à 16h un 15 août entre Valence et Orange. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de ligne Maginot. Alors simplement une chose, moi un point qui m'interpelle un tant soit peu, c'est que finalement on voit que cette open santé va changer énormément de choses. Finalement, à t'écouter Bernard, je pense que demain, nous pourrons aller vers un gouvernement hyper allégé et vers des assemblées parlementaires qui seront considérablement... Et des assemblées parlementaires, parce qu'il n'y aura pas que le gouvernement, et des assemblées parlementaires considérablement réduites en nombre, puisque finalement, leur rôle sera nettement restreint ou circonscrit. Et plus sérieusement, ce que je voulais simplement... Tout à fait, j'en suis persuadé, pour ça que je suis sorti de la politique. Et donc, simplement, une chose sur justement ces aspects de changement politique. À écouter quand on voit ce qu'il peut en être de l'open santé et quand je vois encore des propositions qui sont faites, et là je me tourne vers une sénatrice d'un département qui est proche du mien, qui est quand même un département qui conjugue ruralité et urbain, quand on voit effectivement évoquer les problèmes de démographie médicale avec comme solution mise en avant
toujours des aspects de coercition? Est-ce que précisément, à l'époque des objets connectés et de ce que l'on peut voir se développer comme télémédecine, cette vision n'apparaît quand même pas comme étant très réductrice? Et ne devrait-il pas y avoir une appropriation par les politiques pour justement changer cela? Est-ce que aussi, deuxième aspect, le politique n'a pas à supprimer un certain nombre d'outils administratifs obsolètes qui ne répondent plus à ce qui est aujourd'hui encore en place? Et enfin, troisième point, expérimentation, oui, on les accumule, à quand le déploiement? Alors, la vision, notamment sur le premier aspect, Catherine, sur le problème, en effet, de ce qu'on appelle la désertification. Moi, je suis tout à fait hostile à des mesures coercitives. D'abord, ça rejoint ce que dit Bernard Accoyer. On doit être dans la liberté, dans la confiance. Et ce qui vaut pour l'ensemble des citoyens vaut pour les médecins et vaut pour les professionnels de santé. Donc, je pense qu'il faut faire confiance au terrain, il faut faire confiance à des professionnels qui sont conscients des difficultés qu'ils rencontrent et qui iront sur des territoires où actuellement on manque peut-être de médecins, s'ils ont les conditions d'exercice qui c'est-à-dire si sous ces outils de télémédecine, si on leur pourrit pas la vie d'un administratif et s'ils peuvent former des équipes pluridisciplinaires avec une délégation des tâches, soit sur un lieu unique, même sur des lieux différents, mais où ils sont vraiment en réseau, ils se sentent mais si leur système d'information communique. Et si leur système d'information communique. Je reviens un peu à ce qui peut paraître archaïque, mais en même temps, oui, tant qu'on n'aura pas fait réduire la fracture numérique, il y a des tas de pans de territoire qui ne pourront pas accéder à ce type de nouvel exercice de la médecine. Moi, je pense qu'il faut à la fois qu'il y ait une révolution aussi du patient qui n'aura pas le même type de relation avec un médecin. Il n'aura pas un médecin à disposition 24 heures sur 24. Il aura le lundi un médecin, le mardi il en aura peut-être un autre, et tout ça. Ça c'est dans l'air du temps, et en même temps on est dans une société qui zappe, donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Ce qu'il faut, c'est pouvoir assurer en effet une permanence des soins, l'assurer de façon correcte, et bien plus que des mesures de dire vous allez aller vous installer là, toutes ces mesures donc coercitives, elles vont à l'encontre de ce qu'est la liberté et la confiance, donc, et qu'est l'avenir de notre pays qui croule sous le manque de ces deux notions donc fondamentales. On attend plutôt des parlementaires qu'ils mettent en avant les outils qui pourraient permettre plus que de faire voilà, plutôt que des mesures coercitives. Alors, plutôt que des mesures coercitives. Pardon, Elisabeth, juste un point. Ce débat sur la démographie médicale est pour moi déjà anachronique. On est dans un environnement européen. Il y a la libre circulation des professionnels de santé. Vous avez 4000 médecins qui sont formés dans l'Europe de l'Est qui viennent s'inscrire au tableau de l'ordre. On a un numerus clausus dont on continue de se regarder le nombril en se demandant s'il faut le mettre à la hausse ou à la baisse. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de savoir comment est-ce qu'on adapte notre système avec les pratiques avancées, avec une réflexion européenne sur la démographie. Et comment les outils dont on a parlé depuis 2 jours peuvent être effectivement mis au service de ce maillage territorial. Alors, Claude, tout à l'heure, tu évoquais Open Santé, finalement, c'est un outil. Il y a des enjeux auxquels il faut répondre. Le thème de notre débat, c'est Open Santé. Est-ce que cela bouleverse ou est-ce que cela peut bouleverser les politiques sanitaires? Alors, politique sanitaire, ça veut dire que l'on a effectivement des choses que l'on veut construire. Olivier, tu as évoqué la prévention. Dans les débats précédemment, ont été évoqués prévention, mais ont été évoqués également épidémiologie. Quels sont précisément les axes sur lesquels l'Open Santé pourrait permettre à un gouvernement, à un ministre de la Santé d'agir, de faire, et là je ne parle pas de constituer un énième groupe de réflexion pour user de cette Open Santé, mais véritablement de développer des actions qui soient la concrétisation de politiques sanitaires. Et c'est là que, pardonne-moi, c'est là que je reviens à l'analyse que je faisais au tout début, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de poser le problème. Enfin, moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on le pose d'abord par rapport à l'open santé. On dit l'open santé, ça peut faciliter la coordination entre les professionnels. Le problème aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas une coordination entre les différents acteurs? C'est ça qu'il faut effectivement regarder. Alors, il y a plusieurs éléments qui, effectivement, aujourd'hui, s'opposent à cette coordination. On ne va pas tous les évoquer ici, ne serait-ce que le mode d'allocation de ressources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un mode d'allocation de ressources pour le professionnel libéral comme pour l'établissement de santé qui permet d'avoir cette appréhension globale. Chacun est amené à rester dans sa case. Donc on peut mettre tous les open santé, et ça revient peut-être, pardonne-moi, à la première question que tu voulais poser, pourquoi est-ce qu'il y a eu échec?
c'est que ce n'est pas le problème de l'outil qu'il faut qu'on pose, c'est le problème des changements de comportement, des changements d'organisation. Et l'outil, il est là pour apporter des réponses et faciliter, mais une fois qu'on a effectivement trouvé un certain nombre de réponses qui permettent de changer ces comportements. Si effectivement on ne se pose pas la question, alors ça peut être la même chose d'ailleurs en ce qui concerne la question dite, qui est un très mauvais terme, de déserts médicaux et d'installation. Aujourd'hui, c'est illusoire d'envisager, ne revenons pas là-dessus, c'est illusoire d'envisager des mesures coercitives, ça ne marchera absolument pas. La question, c'est quand même plutôt de savoir comment on permet à Madame Durand de Provins, c'est souvent ce que j'ai dit à mes équipes, c'est posez-vous la question de savoir comment on répond à Madame Durand à Provins. Elle a un nom, elle a un lieu, elle est dans un environnement, dans un territoire avec une pathologie certainement qui lui pose énormément de problèmes, sans doute cumulés avec des problèmes sociaux, etc. Et dans un environnement dans lequel aujourd'hui il n'y a pas de professionnels de santé. Il faut qu'on lui apporte une réponse à elle. Et donc ce n'est pas uniquement le problème de la e-santé, ce n'est pas uniquement le problème de l'open santé qui va. C'est comment on arrive effectivement à mobiliser des professionnels qui, maillés entre eux, permettent effectivement d'apporter une réponse à cette Madame Durand. Et l'open santé, les outils dont nous avons parlé, c'est des réponses qui permettent de faciliter les choses. Mais travaillons d'abord avec, alors ça a été dit à plusieurs reprises, je ne fais que reprendre, et c'est en ce sens qu'en effet, il faut qu'on ait des textes qui permettent et qui facilitent ce type de démarche. Travaillons avec les professionnels. TSN a été territoire de soins numériques, a été évoqué ce matin par Philippe Domy. TSN est aujourd'hui, de mon point de vue, une bonne démarche. C'est quoi, en quelques mots? 5 régions ont été identifiées par le commissariat général à l'investissement. 80 millions ont été dégagés nationalement pour ces 5 territoires. Et dans les 5 territoires, dans 5 régions, il y a ce travail qui est fait dans un territoire bien délimité, avec l'ensemble des professionnels, pour mettre le numérique au service de la santé. Et je crois que c'est des démarches comme ça, et ça, on n'est pas passé par la loi pour le faire. Et je trouve que c'est justement intéressant, parce qu'on n'est pas dans le piège que j'évoquais tout à l'heure, où quand on veut monter une expérimentation, on dit qu'il faut un cahier des charges national. Parce que là, on part de la démarche des professionnels, de la démarche des établissements de santé, pour pouvoir, à l'échéance de 3 ans, pouvoir effectivement déployer au niveau d'une région. Donc voilà des réponses très concrètes sur lesquelles on n'a pas nécessairement besoin de textes législatifs. Et en ce qui concerne l'intervention du politique, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, mais soyons pas dans un pays de bisounours. Il y a quand même énormément de textes de loi, et moi j'ai pu faire le lien entre une partie de ma vie comme législateur et puis une partie plus récente d'une mise en œuvre sur le terrain. Il y a quand même énormément de textes de loi qui nous empêchent de prendre ces initiatives sur le terrain. Alors, et donc ouvrons effectivement ces perspectives. Simplement, je prendrai deux brefs exemples et qui partent précisément de l'analyse open santé, outils et changement de comportement. C'est on a depuis des années des données avec le PMSI qui sont des données tout à fait intéressantes et qui, quand on les regarde, permettent de tirer des analyses tout à fait profitables. On a aujourd'hui un constat, et là je repars de ce que tu viens de dire, d'un enjeu qui était effectivement de resituer l'hospitalisation avec hébergement là où doit être son cœur de métier. Bon. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'utilise pas pour atteindre cet objectif de meilleure façon les données émanant du PMSI? Et pourquoi est-ce qu'on n'en tire pas leçon pour bouleverser notre organisation? Et on voit bien que là, on n'utilise pas l'outil pour effectivement faire évoluer les politiques sanitaires dans le sens le plus large possible, puisque là, en l'occurrence, c'est organisationnel. Pardonne-moi, sur ce plan-là, on utilise les données. Olivier évoquait tout à l'heure la question du diabète et des questions. On a, en Ile-de-France, identifié les territoires dans lesquels la prévalence du type de diabète 2 était particulièrement prévalente. Et on se constate un certain nombre d'éléments, d'ailleurs intéressants en termes d'information, entre cette prévalence et l'indice de développement humain. On identifie très bien les territoires. Une fois qu'on a identifié les territoires, et moi j'étais capable, je mets ça au passé maintenant, comme directeur général de l'Agence régionale de santé, d'identifier les territoires dans lesquels je pouvais mener des politiques de prévention. Donc ça pose, c'est peut-être rudimentaire et on a certainement besoin de données parfois plus ciblées, mais on peut construire. Et les agences régionales de santé commencent à construire des politiques territoriales de ce point de vue. Après, la difficulté que j'ai, c'est comment, avec les professionnels de terrain, je vais trouver dans la ROSP éventuellement des solutions pour permettre à ces professionnels de terrain d'intervenir de manière différente dans ces territoires, confrontés à des situations spécifiques, différentes de tel ou tel autre territoire de la région. Et c'est là qu'on a besoin de capacités d'adaptation dont nous ne disposons pas aujourd'hui. Oui, mais Claude, j'évoquais un exemple et tu as rebondi sur un autre. Hier, Olivier, au dîner, on parlait justement de cet aspect de l'hospitalisation et tout. Comment est-ce
que demain, vous avez des responsabilités à assumer. Comment peut-on faire en sorte que ces données qui émanent d'outils dont nous disposons aujourd'hui, de big data que nous avons, avec des capacités d'analyse qui plus est que nous avons, comment peut-on passer de ces données, de l'analyse que nous en faisons, à l'échelle de la décision? Comment est-ce qu'on peut tirer un autre exemple? Google permet aujourd'hui de pouvoir prédire des épidémies. Quel exemple, quelles leçons en tirons-nous pour remettre effectivement en ordre nos propres outils de veille sanitaire? C'est-à-dire comment est-ce qu'aujourd'hui ces outils peuvent venir en appui, et est-ce que nous sommes capables de tirer un trait sur des organisations qui existent et qui sont bouleversées, elles, les organisations, par ces nouveaux outils? Olivier, Bernard, Catherine? Déjà, accepter l'idée que nous avons une gouvernance de droite et de gauche extrêmement conservatrice, notamment en termes d'administration de santé. Quand j'entends encore que l'e-santé serait une boîte de Pandore à ne pas ouvrir, quand il y a encore des financeurs de la santé qui considèrent que l'e-santé, cette lame de fond qui arrive vers nous, il y aura 60 millions de consommateurs d'e-santé demain, quand j'entends que c'est encore une boîte de Pandore, je me pose quelques questions et je me fais un peu de soucis. Parce que, comme le disait Laurent Alexandre tout à l'heure, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui, d'autres le feront, sont en train de le faire à notre place. Et ce que nous ne trouvons pas éthique de faire aujourd'hui, nous trouverons peut-être probablement éthique de l'acheter à d'autres demain. Donc, parce que j'aime mon pays et que j'aime l'économie, je vous dirais que j'appliquerai aux législateurs le principe que je m'applique comme médecin. Premièrement, ne pas nuire, et en l'occurrence ne pas nuire à l'innovation. Quand je vois que dans un débat parlementaire, il a fallu 10 ans pour autoriser la recherche sur les cellules souches embryonnaires. 10 ans, alors que la France avait accusé un retard terrible. Quand je vois que dans le PLFSS, dont j'étais le rapporteur l'année dernière, on me demandait de passer un article disant que pour bénéficier du forfait innovation en cas de technique innovante, il fallait démontrer qu'il y avait un intérêt médico-économique majeur, le mot majeur étant l'objet de l'article, alors que le forfait innovation a été créé en 2008 et qu'en 2014, il avait été utilisé 0 fois. On l'utilise 0 fois quand c'est pas majeur, combien on l'utilise par siècle quand ça devient majeur? Donc vous voyez qu'on a quand même un problème de technostructure, et pour autant je ne suis pas dans le populisme en vous disant ça, parce qu'on est capable quand même de bouger les choses, et je crois que le pouvoir politique est capable de bouger les choses. Ne pas nuire, accompagner l'innovation, et avoir une réflexion, Elisabeth, et avoir une réflexion éthique sur tout cela. Je parlais tout à l'heure du designer d'enfants, qui est exagéré évidemment. Il a été beaucoup question de transhumanisme. Moi je me pose la question, quelle est la finalité de tout cela? Vers quoi est-ce qu'on va? Quel cadre nous mettons à la recherche? Définissons un cadre, une finalité, un objectif, et libérons les énergies au sein de ce cadre pour permettre de faire les choses correctement. Donc en l'occurrence, la question que tu poses, c'est comment est-ce qu'on utilise les données de santé? On les utilise pour mieux soigner, ça c'est la base. Et ensuite on fait avec les acteurs, et notamment on les laisse faire. Bernard? Je crois qu'on ne les utilise pas, les données. On n'utilise pas l'évaluation des établissements. Sinon, il n'y aurait pas plusieurs dizaines de milliers de lits d'hospitalisation en trop. Et le poids, monsieur et le le poids, député, et je le peux vous dire que fermer un service, mais c'est ce que j'allais dire. Quand on a affaire à un certain nombre de parlementaires, c'est ce que c'est pas j'allais dire. simple. Est-ce que ça l'était beaucoup plus, Claude, quand tu étais député de Saint-Nazaire? Quand on sert l'État, on doit résister aux politiques. Quand on sert l'État, on ne doit pas se coucher devant un maire qui explique qu'il ne faut pas fermer tel ou tel service ou tel établissement parce qu'on doit servir quelque chose. Pour avoir un souvenir, quelque chose, c'est à l'évaluation. Quelques exemples émis il y a 20 ans. Et j'en arrive à l'évaluation. Donc en réalité, les données en santé vont conduire, je l'espère, les pouvoirs publics à enfin suivre les résultats objectifs de l'évaluation de tel ou tel établissement, de telle ou telle pratique, de telle ou telle prévention, de tel ou tel protocole. Et derrière, on pourra, je l'espère, passer au-delà des protestations politiques. Donc c'est déjà en fait l'essentiel qui est de laisser la place au raisonnement partant ou à la conclusion partant de données objectives. Parce que les données en santé, c'est juste la seule chose qui devrait décider de l'ouverture, ou de la fermeture, ou du prolongement de tel ou tel protocole ou tel établissement. Voilà le point de départ. C'est évidemment, on inverse le paradigme, c'est-à-dire que la grande campagne en disant « je ne fermerai pas tel site, je n'irai pas dans telle direction », eh bien on dit « je ferai ce qui sera le mieux pour le progrès, pour la santé ». C'est en fait ce qui devrait nous guider. Et cette liberté, eh bien on la retrouve au centre de tout, et malheureusement, on l'a un peu oublié. Oui, enfin, il faut quand même un peu d'action politique. Alors justement, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Je ne suis pas sûr qu'on ait abordé tous les sujets, qu'on était au fond du problème, mais précisément, vous êtes tous les 4
vous avez été ou vous êtes encore dans l'action politique. Vous êtes demain, à l'occasion d'un changement politique ou d'une continuité politique, ministre, alors est-ce que ça sera de l'économie, de l'industrie, de la santé, de la recherche? Est-ce que ça sera simplement de la santé, de la recherche, que de la santé? Catherine, demain, vous avez une mesure à prendre dans les sujets qui sont ceux que l'on a abordés, qui ont été ceux aujourd'hui de Cham. Quelle est la mesure qui vous apparaît aujourd'hui à prendre en tant que politique et en tant que ministre dans lequel vous venez d'être nommé à ces fonctions? Moi, je pense que je ferai confiance aux chercheurs et je crois qu'on a mis le balancier trop loin par rapport à des événements qui se sont produits et on a voulu, en bloquant tout ce qui pouvait être des liens et en confondant liens d'intérêt, conflits d'intérêt, on a mis le balancier trop loin et on arrive finalement à avoir des comités d'experts auxquels on demande d'être experts de sujets qu'ils ne connaissent pas bien. Ce sont finalement des comités non-experts, c'est un peu ce qui n'enlève rien aux qualités des gens qui les composent, mais ils ne sont pas experts de la question sur laquelle on les intéresse. C'est un peu je ne sais rien mais je dirai tout, et je pense qu'il y aura une mesure déjà assez bonne à prendre. C'est pas très dans l'air du temps politique, mais je pense qu'il va falloir qu'on y vienne si on veut débloquer l'innovation et la recherche dans notre pays. Olivier, tu es ministre demain. Non, je veux pas de Demain, problème. Moi, si, je vais si, avoir non, des mais immunités. demain, tu es ministre. C'est quoi la je ne serai décision? pas ministre, Madame la ministre, je ne serai pas ministre de la Santé. Non, non, Il l'a dit, on l'a tous noté. Clairement, la question, c'est je m'appuierai sur un acte 2 de la démocratie sanitaire pour prendre les professionnels de santé par la main, pour les remettre autour de la table, pour discuter ensemble du cadre de l'évolution des professions. Faisant le constat que les médecins français sont moins bien payés que leurs confrères dans un grand nombre de pays, faisant le constat qu'en parallèle de cela, les pratiques avancées sont probablement beaucoup moins avancées en France qu'elles le sont à l'étranger, faisant le constat qu'on n'a pas de dynamique européenne en matière de démographie médicale et d'organisation des soins, je m'appuierai sur un acte 2 de la démocratie sanitaire, je le disais tout à l'heure, en donnant de nouveaux outils d'évaluation aux usagers de la santé, en faisant davantage les acteurs de la santé, pour ensemble bâtir un système qui soit modernisé. Je pense que nous devons changer de référentiel. Très court, même question pour Bernard, très court. Alors moi non plus, pas ministre de la Santé, surtout pas, mais si ça va je être dur à l'étais, trouver dans le futur. si je l'étais, d'abord je réunirais un certain nombre d'experts qui ne sont en rien des politiques, mais surtout des scientifiques. Je leur ferai recenser tout ce qui bloque, tout ce qui freine, tout ce qui a mis notre système de soins et de santé dans l'état où il est. Et ensuite, je leur demanderai les orientations pour favoriser l'innovation, le progrès, c'est-à-dire l'open santé, en effaçant toutes les frontières entre les professionnels, les institutions, l'assurance obligatoire, l'assurance complémentaire, en fondant tout cela sur de l'expérimentation et la libre entreprise. Ambitieux. Claude, tu reviens. Claude, le retour, tu reviens. Essentiellement développer de l'initiative au niveau régional, au niveau territorial, en y associant effectivement l'ensemble des acteurs. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, avoir une vision à 360 degrés et laisser un certain nombre d'initiatives prises par l'ensemble des acteurs. Merci. Bien, écoutez, j'espère que ce que vous avez les uns ou les autres exprimé de votre vision politique a été entendu. Merci. Je vais laisser Guy conclure. Mais non, mais voilà, Cham. non, Cham est fini. Et on se retrouve, d'abord, grand merci aux équipes qui nous ont aidés, à TV Pro pour la production, à l'Oyodis pour la traduction simultanée, à l'équipe du Centre de congrès de Chamonix qui vous ont accueillis. Et on vous attend l'an prochain, vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre, sur un thème qui sera décidé avec nos amis. Voilà, merci d'avoir été présents.